Ah, le rêve. Acquérir un bien immobilier en Tunisie, c'est une aspiration pour beaucoup d'expatriés. Une maison au soleil, un retour aux sources. Mais attention, ce rêve peut vite, très vite, se transformer en casse-tête administratif. Comprendre les règles du jeu, c'est vraiment la clé pour que tout se passe bien. Allez, on plonge dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? On va d'abord poser les bases, clarifier ce que ça veut dire investir depuis l'étranger. Ensuite, on va décortiquer une notion cruciale, les deux types de résidence. Puis, on verra le super avantage fiscal qui en découle. Et surtout, les pièges à éviter pour ne pas le perdre. Et on finira avec une checklist pour blinder son projet. En théorie, le chemin pour devenir propriétaire a l'air simple. Mais en pratique, tout le succès de l'opération, ça repose sur la compréhension d'une distinction fondamentale. Une distinction que beaucoup de gens ignorent et qui peut faire toute la différence entre un projet réussi et un projet compliqué. Voilà la question centrale. Qu'est-ce que ça veut dire être résident? Et là, attention, la réponse est loin d'être évidente. En fait, il n'y a pas une, mais bien deux définitions administratives de la résidence. Elles sont totalement différentes, et les confondre, ça peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Et on arrive au cœur du sujet. Il est absolument essentiel de bien faire le tri entre ces deux identités administratives. D'un côté, la résidence fiscale. De l'autre, la résidence au sens de la réglementation d'échange. Ce ne sont pas les mêmes règles, pas les mêmes administrations et pas les mêmes conséquences. Commençons par la résidence fiscale. C'est assez simple à comprendre. En gros, soit on a son foyer principal, le centre de sa vie de famille en Tunisie, soit on y passe plus de 6 mois par an, donc 183 jours. Si l'une de ces deux conditions est remplie, on est considéré comme résident fiscal. Et ça veut dire qu'on est imposable en Tunisie sur tous ses revenus, qu'ils viennent de Tunisie ou d'ailleurs. Maintenant, passons à la deuxième définition, qui n'a rien à voir, c'est celle de la Banque centrale de Tunisie. Pour la Banque centrale, un non-résident, c'est quelqu'un qui a son centre de vie et ses activités principales à l'étranger depuis au moins 2 ans. C'est ce statut-là qui va déterminer si on peut faire entrer et sortir de l'argent librement du pays. Alors, le point qu'il faut absolument retenir, c'est celui-ci. Je le répète parce que c'est vraiment la clé de tout. Résidence fiscale et résidence au sens d'échange sont deux choses complètement séparées. On peut très bien être non-résident fiscal, mais résident pour la Banque centrale, ou l'inverse. Il ne faut jamais les confondre. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Regardons ce tableau. Pour un non-résident au sens d'échange, on voit tout de suite la liberté. Ouvrir des comptes en devises, transférer des fonds sans restriction. Mais regardez la dernière colonne. C'est là que l'écart devient carrément spectaculaire. Au niveau des droits d'enregistrement pour un bien immobilier. Ok, on a compris les règles. Maintenant, parlons de la récompense. Parce qu'il y a un avantage financier énorme, une incitation fiscale très attractive qui a été pensée spécialement pour les non-résidents au sens de la réglementation d'échange. 1%. Voilà le chiffre magique. C'est le taux fixe auquel un non-résident éligible peut prétendre pour enregistrer son bien. Croyez-moi, ça change complètement la donne sur le coût total de l'acquisition. Pour bien voir la différence, mettons les chiffres côte à côte. D'un côté, le régime normal, où on grimpe facilement à 6%, voire 10% avec les taxes additionnelles. De l'autre, le régime préférentiel, un droit fixe de 1%, plus quelques petits frais administratifs. L'économie réalisée est juste colossale. Mais attention, ce cadeau fiscal ne tombe pas du ciel. Pour avoir ce fameux taux à 1%, il y a 3 conditions en béton, qui ne sont pas négociables. Primo, le bien doit être un bâtiment fini. Deuxio, l'acheteur doit prouver son statut de non-résident pour la Banque centrale. Et tertio, le point le plus critique, 100% du prix doit être payé en devises depuis l'étranger. Pas 99%, 100%. Maintenant qu'on connaît le gain, il faut absolument connaître les pièges. Parce que de petites erreurs, des choses qui paraissent anodines, peuvent vous faire perdre cet avantage et vous coûter une fortune. C'est le cas d'école, ça arrive tout le temps. On veut verser un acompte rapidement, alors on demande à un cousin ou un ami en Tunisie de payer une petite partie en dinars. On se dit, c'est juste pour dépanner. Grosse erreur. C'est une aide qui semble inoffensive, mais qui est en réalité une erreur fatale pour le dossier. Et ce n'est pas de la théorie. Regardez ce cas réel tiré de la jurisprudence. La personne a perdu tout le bénéfice du taux réduit juste pour avoir payé 5% du prix en dinars. La règle du paiement intégral en devises est absolue. L'administration fiscale sur ce point ne plaisante pas et ne fait aucune exception. Et il y a d'autres erreurs classiques à éviter. Par exemple, acheter à 2, mais avec une personne qui est résidente en Tunisie. C'est non, l'avantage fiscal saute pour tout le monde. Oublier de faire sa déclaration d'impôt en Tunisie, même si on n'a aucun revenu à déclarer. Ça peut bloquer complètement l'enregistrement du bien. Et enfin, une simple petite erreur de case dans la déclaration des fonds emportés, ça peut être considéré comme une fausse déclaration. Bref, il faut être vigilant. Bon, assez parlé des problèmes, voyons maintenant comment faire les choses bien. Maintenant qu'on a toutes ces infos, comment est-ce qu'on met toutes les chances de son côté? Comment est-ce qu'on bétonne son projet de A à Z?
Alors concrètement, voilà la checklist à suivre à la lettre. Il faut préparer un dossier solide qui prouve la non-résidence. Il faut faire passer 100% des fonds par des virements internationaux officiels et traçables. Il faut tout garder, tout archiver, chaque papier, chaque relevé. Il faut être rigoureux sur le plan administratif, déposer ses déclarations chaque année, même si elles sont à zéro. Et enfin, il faut s'assurer que le statut de non-résident est bien mentionné noir sur blanc dans tous les contrats. Pour conclure, la vraie question n'est pas seulement de rêver d'une maison en Tunisie, c'est de savoir si le projet est solidement préparé pour affronter cette réalité administrative. L'anticipation et la rigueur, voilà les deux meilleurs alliés pour que ce rêve devienne une belle réalité sans aucune mauvaise surprise.